Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant, un ordinateur capable de prendre une photo complètement ratée et d'en faire une petite merveille. Ou même d'aller plus loin et de sculpter tout un monde virtuel à partir d'un simple scan. Eh bien, c'est un peu de cette magie qu'on va décortiquer ensemble, comment les ordinateurs font pour voir et surtout pour manipuler notre réalité visuelle. On a tous cette expérience, non? La photo qui sort granuleuse, un peu fade, bref, pas du tout ce qu'on espérait. Pour nous, c'est une petite déception, mais pour un ordinateur, c'est avant tout un problème, un ensemble de données à résoudre. Et ça soulève une question de fond. D'où vient cette imperfection qui touche quasiment toutes nos images numériques? Voilà la question de départ, parce qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'intelligent, comme corriger une image, reconnaître un visage ou même guider une voiture, l'ordinateur doit d'abord apprendre à composer avec ce chaos initial. Il doit comprendre cette imperfection brute des données qu'on lui donne. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Pour corriger une image, il faut d'abord comprendre d'où viennent ses défauts. Et le coupable numéro 1, il a un nom, le bruit numérique. Le bruit numérique, qu'est-ce que c'est au juste? Pour faire simple, imaginez le grésillement d'une vieille radio quand on cherche une station. Eh bien, c'est exactement ça, mais pour une image. Ce sont toutes ces petites infos parasites qui viennent polluer le signal, l'image qu'on voulait capturer à la base. Et attention, ce bruit, ce n'est pas un simple accident. Non, c'est un processus. Comme on le voit ici, il s'infiltre un peu partout. Ça commence dès que les photons heurtent le capteur. Ça continue pendant la conversion du signal, son amplification. En fait, chaque maillon de cette chaîne peut ajouter sa propre petite couche d'imperfection. Pas étonnant que le résultat final soit si complexe. Et pour compliquer les choses, tous les bruits ne se ressemblent pas. Il y a le bruit gaussien, qui ressemble à une sorte de neige assez uniforme, le bruit poivre et sel, avec ses pixels extrêmes, tout noirs ou tout blancs qui apparaissent n'importe où, ou encore le bruit de poisson qui est lié à la nature même de la lumière. Pour un algorithme, c'est crucial de savoir à quel type de bruit il a affaire pour pouvoir le combattre efficacement. Bon, maintenant qu'on a identifié l'ennemi, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? L'approche la plus directe, la plus intuitive, c'est de s'attaquer aux pixels eux-mêmes. Prenons un cas d'école, le manque de contraste. L'image est toute terne, toute grise. Et si on regarde son histogramme, qui est juste un graphique montrant la répartition des niveaux de lumière, on voit tout de suite le problème. Toutes les valeurs sont écrasées, regroupées dans un tout petit coin. Et la solution, c'est ce qu'on appelle l'égalisation d'histogramme. L'algorithme va simplement prendre ces valeurs toutes tassées et les étirer pour qu'elles occupent tout l'espace disponible, du noir le plus intense au blanc le plus pur. Et regardez le résultat, c'est immédiat, l'image reprend vie. C'est fou ce qu'une simple redistribution intelligente des données peut faire. Une autre technique très directe, c'est le filtrage. Par exemple, le filtre gaussien va légèrement flouter l'image pour moyenner, pour lisser le bruit. Le problème, c'est qu'on risque de perdre en netteté. Le filtre médian, lui, est un peu plus malin. Il regarde les pixels voisins et ignore les valeurs extrêmes, ce qui le rend super efficace contre le bruit poivre et sel. Et du coup, il préserve beaucoup mieux les contours. Bref, il n'y a pas une seule solution miracle, c'est toujours une histoire de compromis. Ok, mais parfois, travailler pixel par pixel, ça ne suffit pas. Pour certains problèmes vraiment complexes, la solution, c'est de changer complètement d'angle d'attaque, d'arrêter de regarder les pixels pour regarder les fréquences. C'est là qu'intervient un outil mathématique incroyable, la transformée de Fourier. Pour elle, une image, ce n'est plus une grille de pixels. Non, c'est une superposition d'ondes, de fréquences. Et elle nous donne deux cartes. La magnitude, qui dit quelles fréquences sont présentes, les détails fins, les zones floues, et la phase, qui dit où ces fréquences se trouvent. Et là, attention, c'est le point le plus important et c'est un peu contre-intuitif. L'information qui compte vraiment, la structure de l'image, ce qui fait qu'on reconnaît un objet, ce n'est pas dans la magnitude, c'est dans la phase. La preuve est juste bluffante, regardez. Ici, on a pris la magnitude de l'image de Léna et on l'a combinée avec la phase de l'image du caméraman. On mélange les deux et qu'est-ce qu'on obtient? On reconnaît sans aucune hésitation le caméraman. Toute la structure a suivi la phase. C'est vraiment elle, l'architecte de l'image. Et cette idée de transformation, elle a des applications très concrètes qu'on utilise tous les jours. La compression JPEG, par exemple, utilise une technique similaire à la DCT. Quand on compresse beaucoup une image JPEG, on voit apparaître ces fameux carrés, ces artefacts en blocs. Le format plus récent, JPEG 2000, utilise une autre transformation, les ondelettes, qui, elles, produisent un flou beaucoup plus doux, beaucoup moins gênant à l'œil. Jusqu'ici, on a surtout nettoyé les images. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Comment un ordinateur peut-il commencer à comprendre ce qu'il y a dans une image? Eh bien, en cherchant des motifs, en trouvant des groupes qui se ressemblent. Le concept clé derrière ça, c'est le clustering. L'idée est d'une simplicité désarmante, regrouper ce qui se ressemble. Sur une image, ça pourrait vouloir dire « mets tous les pixels bleus ensemble pour trouver le ciel » ou « regroupe tous les pixels qui ont cette texture particulière pour identifier l'herbe ».
Un des algorithmes classiques pour faire ça, c'est K-means. Le principe est assez génial. Au début, on balance quelques points centraux au pif sur l'image. Ensuite, chaque pixel de l'image se rattache au centre qui est le plus proche de lui. Puis, on recalcule la position de chaque centre pour qu'il soit pile au milieu de tous ces pixels. Et on recommence ce cycle encore et encore. Petit à petit, on voit les centres converger et les vrais groupes, les fameux clusters, se dessiner comme par magie. Une autre façon de voir les choses, c'est le clustering hiérarchique. Là, on fait l'inverse. On part du principe que chaque pixel est un groupe à lui tout seul. Puis, on va fusionner, étape par étape, les deux groupes les plus similaires. Ça ne crée pas juste des paquets, ça construit un véritable arbre de relations, qu'on appelle un dendrogramme. Ça permet de voir non seulement que le bleu et le cyan se ressemblent, mais que ce groupe bleu-cyan est plus proche du vert que du rouge, par exemple. Maintenant, prenons toutes ces idées de simplification, de recherche de la structure essentielle et appliquons-les à une autre dimension, le monde de la 3D. Figurez-vous qu'en 3D, le problème est souvent l'inverse de nos photos bruitées. On a trop de détails. Prenez ce moule dentaire. Il est fait de plus de 400 000 polygones. C'est d'une précision incroyable, c'est vrai, mais c'est beaucoup trop lourd pour être utilisé dans un jeu vidéo ou une simulation en temps réel. La solution, c'est la simplification de maillage. L'objectif est simple, réduire massivement le nombre de polygones tout en gardant la forme générale de l'objet. C'est un peu comme du clustering, mais en 3D. On va fusionner les points et les faces qui sont les moins importants pour la structure, ce qui apporte le moins d'informations visuelles. Et le résultat est juste spectaculaire. On peut passer de plus de 400 000 faces à seulement 1 000, c'est moins d'0,25% de la complexité de départ, et pourtant, la forme reste parfaitement reconnaissable. C'est tout un art de savoir ne garder que l'essentiel. On est parti de simples pixels pleins de bruit et on arrive à des mondes 3D parfaitement optimisés. Tout ce parcours nous montre une chose fondamentale. Les algorithmes ne font plus que nettoyer nos données. Ils les interprètent, ils les simplifient, ils en extraient le sens. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si la machine devient capable de générer une version parfaite de la réalité, est-ce qu'on aura encore besoin de voir l'original, lui, si imparfait ? Merci d'avoir suivi.